Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le best-of de l'année 2024, un diasporama qui nous aura fait voyager à Paris, à Abu Dhabi, dans l'île de la Réunion, à Genève, Londres, Los Angeles et enfin Montréal. Partout où nous avons posé nos bagages, nous y avons rencontré de belles personnes positives et créatives. Preuve que la diaspora algérienne est bel et bien présente dans tous les domaines et dans toutes les contrées. Alors, dites-moi, Faiza, comment devient-on DJ et pourquoi? Pourquoi est-on DJ? Vous pouvez me dire Pourquoi? pourquoi pas, hein, c'est un métier comme un Ouais. autre. Mais, Pourquoi? Parce que je pense que déjà, c'est un amour pour la musique, déjà, et le fait d'être passionné, d'être mélomane, d'aimer écouter les musiques, et aussi l'envie à un moment de les partager avec les autres, et voilà, et d'être à plusieurs à apprécier en fait la musique, et parce que aussi intellectuellement, c'est intéressant de toucher à des machines, d'apprendre en termes de technicité, enfin voilà. Aussi, et aussi parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup de femmes, enfin on est beaucoup de femmes DJ en général, je parle en tout cas en France, mais en termes de visibilité, il y a encore du travail. Donc du coup, je pense que c'est aussi, il y a aussi ça en tout cas moi qui m'anime en tant que mhm. femme et en tant qu'Algérienne. Voilà, donc de faire ce métier-là. Oui, d'ailleurs, on peut en parler, puisque vous parlez de binationaux, vous et et le président de Génération, vous avez cofondé en fait la Fédération algérienne de rugby. Est-ce que vous êtes parti de zéro? Est-ce qu'il y avait des équipes déjà qui existaient, qui étaient un peu en veille, ou alors il a fallu tout commencer, tout créer de zéro? Non, non, à l'époque, ce projet, il a été monté avec plusieurs de mes confrères, hein. On est parti de rien, en sachant que le rugby avait eu existé dans le passé, hein, Oui, bien avant qu'on arrive, hein. En fait, on a oui. juste rétabli le rugby, mais c'est un sport qui avait déjà joué. Les Algériens avaient déjà joué au rugby. Alors, les dernières équipes ont été, c'était, si je dis pas de bêtises, avec les coopérants. Donc, Mhm. il y a des équipes qui est un championnat qui a joué jusqu'à 1972-1973. Ensuite, il y a des Algériens qui ont joué un petit peu dans les années 90, en particulier à la prise d'eau. Euh, et puis après, le rugby s'est éteint pour des raisons variées. Et donc, nous, on est revenu en fait en 2007 avec des clubs qui ont été à nouveau créés, avec Oran, avec Alger, avec Msila. Il y a plusieurs clubs qui ont été créés comme ça. Et puis, il y a un engouement de la part de la jeunesse algérienne qui est indéniable, hein. Après, le rugby, Oui, c'est un sport où il y a différents points où les Algériens se retrouvent dans l'ADN, hein. Le combat, la oui, solidarité, oui. le fait qu'on puisse travailler en équipe, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Après, c'est un sport de combat, hein. C'est un sport de combat collectif, avec des règles. C'est assez physique, oui, assez physique. Alors, c'est assez physique, c'est un sport d'homme, hein. C'est un sport d'homme où les femmes jouent d'ailleurs. Même s'il y a des femmes, il y a des Bien femmes sûr, aussi. bien Hein. sûr. Vous avez même créé des clubs de filles, Oui, on a un des clubs. Silla notamment. Oui, 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 On a des équipes nationales féminines qui jouent, qui ont oui. participé il y a quelques années à des compétitions internationales. C'est un sport qui est à la fois pour les hommes et aussi pour les femmes. Le point fort du rugby et surtout la demande principale, c'est d'avoir du caractère. Normalement, chez nous, on n'a pas trop de problèmes, mais c'est quelque chose de très important. Alors justement, l'Algérie en projet, très intéressant, programme, noble programme, où si j'ai bien compris, euh, les porteurs de projets entre l'Algérie et la France peuvent trouver chez vous soutien, financement, orientation, etc. Alors c'est très beau, c'est très prometteur. Combien de projets jusqu'à présent avez-vous reçus et sur combien de projets vous travaillez actuellement? Alors, pour l'instant, c'est une structure qui est en train de se mettre en place. Maya, ça veut dire qu'on n'a que 5 mois d'existence. C'est très, très court hein, pour pouvoir justement visualiser et faire un état des lieux.
Aujourd'hui, on a décidé de monter l'événement justement pour la première étape de notre projet, à savoir mettre en lumière ces porteurs de projets et les mettre en Mhm. réseau. La deuxième étape, elle viendra quand on arrivera à trouver suffisamment de financement pour pouvoir aider et pour pouvoir donner vraiment un réel coup de pouce à ces projets. Donc pour l'instant, on a vraiment on a focalisé sur uniquement déjà pouvoir faire venir ces porteurs de projets, nous faire connaître, pouvoir les identifier. Et ça, on le fait via justement des formulaires qu'on met en place sur notre Instagram pour que les personnes puissent identifier. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, on en a identifié plus d'une cinquantaine. C'est énorme. Il y a énormément de jeunes qui ont des projets. Après, sur ces cinquantaines, on en a La identifié sélection se quelques-uns. fait comment, justement, pardon? La sélection se fait comment, des projets? Alors, elle se C'est fait sur la par viabilité, voilà, sur quoi? par rapport à la viabilité, par rapport à ce que nous sommes en mesure d'apporter. Après, on n'a pas une vision, on va dire très entrepreneuriale, à partir du moment où c'est des projets pour nous qui tournent autour de plusieurs axes, l'axe culturel, l'axe entrepreneurial, et ensuite l'axe qui soit autour de la société civile. En fait, on n'a pas vocation à travailler que sur de l'inclusion économique, mais ce qui nous importe surtout beaucoup, beaucoup, c'est aussi l'inclusion culturelle qui, à notre sens, pour nous, a beaucoup plus de valeur, même si on sait que voilà, les entrepreneurs qui ont des projets, qui sont rentables, qui font du cash, c'est important, mais pour nous, ce n'est pas que ça. On a vraiment besoin de, comment dire, de travailler sur tout type de projet et qui tourne autour du lien, autour de l'appropriation de sa culture, de son identité, parce qu'on pense que ça fait un tout et on ne peut pas prendre juste comment dire, qu'un point et négliger le reste. Donc pour l'instant, on a mis en lumière trois ou quatre projets avec des mises en réseau effectives. Après, je peux pas trop en parler parce que c'est des projets qui Bien sont sûr. pour l'instant sur, comment dire, dans notre, qui sont en cours. Donc on en parlera, je pense, quand on fera un bilan en octobre 2024, quand on fera les un an de l'association, et là, on pourra vraiment dire voilà ce qui a été fait. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui est en train de démarrer tranquillement et doucement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se lance sur des projets justement d'inclusion, ça prend du temps parce que il faut trouver les bons réseaux, il faut trouver surtout les financements, et ça, c'est un travail de longue haleine. Bien Ça veut sûr. dire qu'il faut organiser plusieurs after-work, au moins une dizaine. Il faut mettre en confiance les gens, il faut les faire venir. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est une communauté aussi de personnes assez méfiantes. C'est pas évident d'aborder Ah oui. l'Algérie. C'est très très dur. Je le sais par expérience et c'est difficile. Et l'Algérien est quelqu'un de très généreux. C'est quelqu'un qui vous fera confiance, mais qui prendra du temps et qui ne le fera pas de manière spontanée. C'est-à-dire qu'il faut vraiment un travail de mise en confiance. Et ce travail, on le fait justement via tous les événements qu'on met en place et les rencontres qu'on peut faire de manière ponctuelle. Alors, le contexte se situe en Algérie dans les années 90, en pleine décennie noire. La protagoniste, Selma, c'est elle, donc c'est l'héroïne de ce livre, une jeune lycéenne qu'on va suivre jusqu'à ses études universitaires, une jeune lycéenne de la proche banlieue d'Alger, qui habite à Baïnem, plus exactement, pour ceux qui connaissent Alger, passionnée d'équitation, passionnée d'équitation. Et d'ailleurs, on le voit dans la couverture du livre, c'est là, hein, on voit donc, je sais de qui est cette photo, qui est sur le cheval, vous nous direz peut-être. Donc, elle est passionnée d'équitation et au fil du temps, au fil de l'histoire, et ben c'est son histoire familiale, personnelle, qui se mêle à l'histoire de l'Algérie, entachée de terrorisme pendant les années 90, et où on voit les personnages autour de Selma eh ben, se métamorphoser, changer de camp. On ne sait pas pourquoi, vous dites pas trop, mais on sait qu'ils y vont. D'accord? Alors, d'abord, euh, première question, ce décor, cette histoire, cette période, pourquoi? Mais parce que c'est une période très marquante de ma propre vie, de la vie de ma famille, puisque vous parliez tout à l'heure des déplacements, des départs. Et le grand départ qui a marqué mon enfance, évidemment, c'est le départ de l'Algérie, qui était un Vous départ. aviez quel âge? Moi, j'avais 6 ans et demi, 7 ans Mhm. presque. À Oui, cette époque-là de la vie, on compte encore en moitié d'année. Donc pour moi, j'avais 6 oui, ans et demi. oui. Euh, et, euh, et,
et ça a été un moment très fort de mon existence et aussi un moment où je me suis plongée dans la lecture et dans cet exil. Je pense que la lecture puis l'écriture sont vite devenus des refuges et j'ai toujours su que je reviendrais sur cette période. Et c'était peut-être trop difficile pour un premier roman de s'y atteler. Il me fallait un peu plus Mhm. de- comment dire, d'expérience tout simplement pour écrire sur cette histoire-là. Maintenant que vous avez créé ce cercle, que vous avez déjà un nombre très rapidement atteint le nombre de 100, 200, vous avez dit, pardon? Oui, oui, tout à fait, Oui, de 200. voilà. Voilà, donc et que ce chiffre va très rapidement augmenter. Vous allez, j'espère, devenir une force à votre tour, puisque vous avez parlé tout à l'heure des autres communautés, des autres diasporas organisées, et qu'il nous manquait notre organisation ou nos organisations. À nous, on parlera tout à l'heure du Conseil mondial de la diaspora algérienne qui s'est créé tout récemment. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant que vous êtes créé, que vous avez des adhérents? Que vous avez organisé 2 ou 3 événements depuis décembre. Est-ce que votre action va être politique, puisque c'est une association d'élus? Est-ce qu'elle va être aussi culturelle? Est-ce qu'elle va être enfin, espérer être un contre-pouvoir, par exemple, Alors, à l'Assemblée? je Comment vous dirais voyez? pas. Alors, pour être tout à fait honnête, nous avons fait une feuille de route où, au départ, on travaille sur différents thèmes. Donc, le thème culturel, ça veut dire la promotion de la destination Algérie, par exemple, ça fait partie de nos thèmes. Mais nous travaillons aussi sur d'autres choses beaucoup plus importantes, je dirais, beaucoup plus graves. Nous travaillons, par exemple, à assister l'ensemble des élus qui sont au Parlement, donc nos députés, pour ne pas citer une députée qui fait partie du cercle, Sabrina Sebaï, où elle se fait attaquer très souvent, et nous, en tant Mm, que cercle, on arrive à l'assister et à être derrière elle pour montrer que elle dispose d'une assise de supporters qui pensent la même chose qu'elle, qui sont contre des idées d'extrême droite, tout simplement. Donc aujourd'hui, nous arrivons à constituer un, un poids qui soit politique contre ces attaques de l'extrême droite. Nous arrivons aussi à échanger sur différents thèmes. Pour vous donner juste un exemple, nous travaillons sur les visites des châteaux de Chantilly et d'Amboise en allant sur les traces de l'émir Abdelkader. Nous travaillons aussi sur faire connaître cette personnalité algérienne de l'émir Abdelkader à travers des expositions. Nous faisons des réunions de temps en temps avec des différents étudiants pour aussi les accompagner, pour nous connaissant et nous maîtrisant la vie locale au quotidien. Donc en tant qu'élu local, nous savons où est-ce qu'il faut frapper pour pouvoir bénéficier d'un logement, où est-ce qu'on peut mhm. avoir une place en crèche, etc. Et je pense qu'on est les mieux placés pour connaître nos semblables, je dirais. Nous connaissons un petit peu nos communautés et nous pouvons échanger avec eux avec beaucoup de facilité et nous pouvons les aider et les tirer aussi vers le haut. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qui a manqué à la diaspora algérienne pour s'organiser avant? Qu'est-ce qui a manqué? Avez Et toute, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies et qu'elles ne l'étaient pas avant? Qu'est-ce qui s'est passé? il y a plusieurs choses. D'abord, les appels du pays n'étaient pas aussi déterminés et aussi répétés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Lors de tous ces Mhm, discours, nous avons un président de la République algérienne, le président Tebboune, qui évoque quasiment à chaque fois la diaspora. Le président Tebboune a fait passer un message très simple. Tous les enfants de l'Algérie sont les bienvenus pour entreprendre en Algérie. Ce message, on ne l'entendait pas par le passé. Il n'était pas aussi fort, mhm, il n'était pas aussi prégnant. Et donc, même si nous avons toujours été sensibles aux liens avec notre pays d'origine, à nos racines, nous n'avions pas l'appui, l'aval et le sentiment d'ouverture des autorités algériennes. Aujourd'hui, c'est totalement différent. On a un président qui est déterminé et qui est déterminé de faire avec tous les enfants de l'Algérie dont nous sommes partie prenante. Et donc cet appel, il est corrélé aussi à la maturité que nous avons acquis, nous, membres de la diaspora. Nous avons une maturité aujourd'hui que nous n'avions peut-être pas
il y a 1 ou 2 décennies. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, nous occupons des postes à responsabilité, en vue de décision. Nous sommes des acteurs économiques incontournables, acteurs politiques de plus en plus dans les pays où nous sommes. Ça n'était pas le cas il y a 1 ou 2 décennies. Il y a 1 ou 2 décennies, Mhm. on se battait pour parvenir à trouver notre place. Cette place, nous l'avons aujourd'hui. Elle est reconnue. Et donc, au moment où nous l'avons et où nous sommes reconnus, nous avons envie d'aller au-delà de cette place. Et ce au-delà, c'est l'Algérie. C'est le lien avec l'Algérie. C'est le retour aux racines et au pays, mais pas d'une manière qui était la nôtre jusqu'à Mhm. présent. C'était pas simplement Ouais, revenir en vacances. C'était revenir ouais. pour être acteur aussi du développement de l'Algérie. Donc, Mhm. un message fort des autorités, du président de la République en particulier, une diaspora qui arrive à maturité, et une volonté, avec les réseaux sociaux, avec les nouveaux outils de communication, de pouvoir Ouais, je communiquer, suis d'accord. dialoguer Mhm. Mhm. aux 4 coins du monde à l'instant T, comme nous le faisons quasiment là à l'instant Mhm. nous opérons pour cette émission Diasporama. Donc, toutes ces conditions, elles n'étaient pas réunies il y a quelques années, elles le sont aujourd'hui. Chaque chose doit arriver en son temps avec la maturité qui va avec. Oui. Alors, toujours par rapport à votre carrière, est-ce qu'on peut dire que vous avez été le premier acteur vraiment qui a réussi et qui existe depuis longtemps, d'origine, enfin, franco-algérienne? Alors, Oui, je ne sais pas si j'ai été le premier, mais je pense que je suis un des premiers. oui. J'irais pas dire premier parce que je sais Il y avait qui aussi avec vous, qui avait démarré peut-être en même temps? non, il y en a J'ai pas de nom. après, c'est pas parce que je suis un petit peu plus vieux que dans les Ouais. gens de mon âge. Après, il y a d'autres gens qui ont démarré en même temps, mais qui n'ont pas eu la chance de pouvoir continuer sur une longue période comme ça. Mais je me souviens que sur les paravents de Jean Genet, on était plusieurs. Je me souviens plus de tous les noms, mais parce que c'était il y a 42 ans pratiquement. Mais il y avait Mostefa Stiti, il y avait Mostefa Zergin, il y avait Rabah Loussif, il y avait Miloud Ketib qui est toujours là, Miloud Ketib qui est un très bon acteur, mais après qui n'a pas Mhm. eu, ils n'ont pas eu cette continuité dans le cinéma que j'ai pu avoir dans le cinéma français, puisque moi je suis toujours, toujours ici et j'ai eu la chance d'avoir des rôles assez variés. J'ai eu la chance d'être dans beaucoup de comédies populaires à grand succès, dans des films d'auteur. Enfin, c'est assez ma filmographie et mon travail théâtral sont assez diversifiés. Donc, ce qui fait que on me classe pas vraiment dans une catégorie. On sait que je peux naviguer dans différents univers. C'est le but de ce diasporama. Alors, vous vous présentez, Isma, dans votre biographie, comme une mindset coach, mentor dans le domaine des startups et de l'innovation. Alors, dites-nous un peu ce que cela veut dire et comment vous le pratiquez à La Réunion. Alors déjà, mindset coach, on va dire que mon métier, j'ai plusieurs métiers qui se combinent. Donc, il y a l'enseignement, à, à travers lequel je fais du coaching aussi, comme je peux faire Mhm, de coaching aussi pour des particuliers ou pour des entreprises, comme ça m'est déjà arrivé de le faire. Alors, le mindset, c'est l'état d'esprit. Donc, ça, c'est mhm, un mot anglais, hein, c'est un terme vraiment anglophone qui désigne l'état d'esprit. Et donc, l'état d'esprit positif dans lequel une personne gagnerait à être pour atteindre ses objectifs. très bien. Et c'est tout un art et c'est toute une chance. Quand on dit comme ça, on a l'impression que le mindset, voilà, il suffit d'être positif, mais c'est plus compliqué que ça. On a tous nos blocages internes, on a tous nos blessures, on a tous notre histoire et notre vécu, et qu'on traîne, y compris dans nos réalisations et même professionnelles. Donc, autant personnel, hein, ça se retrouve dans nos vies en général, tous les blocages, on va dire, du passé, mais ça se retrouve beaucoup aussi à travers justement notre vie professionnelle, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein. Oui, donc vous avez les techniques qu'il faut pour débloquer ces jeunes, pour les motiver, pour qu'ils aient confiance en eux. C'est cela? Alors, jeunes ou moins jeunes, les techniques sont à peu Oui. près les mêmes. Voilà, moi, je suis certifiée en PNL, programmation neurolinguistique. On va dire que c'est quelque chose que j'ai fait un peu sur le tard, hein, en plus dans ma trentaine d'années.
Et c'est vrai que j'ai combiné ça avec, on va dire, je suis ingénieure de formation et je suis Ouais. très orientée solution de par cette formation scientifique où pour moi, chaque problématique a une solution. Et justement, bah, je pense que ça, la combinaison des deux, c'est-à-dire ma vision orientée solution et justement, on va dire ma volonté d'aider les autres, ça s'est combiné cet accompagnement de coaching et bah, du coup, des startups et de l'innovation. Donc, j'enseigne l'innovation, j'enseigne la communication également au niveau master ici à l'île de la Réunion et puis j'interviens aussi sur quelques écoles en métropole et Oui. dans d'autres régions du monde. Et donc voilà, bah, du coup, c'est devenu voilà une mission de vie et une passion. Voilà, j'essaie de rester toujours dans le domaine de l'innovation technologique, hein, qui sont mes premières amours. Et puis voilà, la combinaison avec le coaching. Alors, Bilal Dahleb, je le disais, nous allons parler un petit peu du monde de la finance, de la tech, de la fintech. Vous êtes cofondateur de la banque digitale Moneco. Oui, C'est une banque, son credo, c'est que c'est la banque des Africains. D'accord? Donc, effectivement. vous êtes spécialisé Mm. sur le continent africain, sur les personnes qui sont entre l'Afrique et l'Europe. Dites-nous un petit Exactement. peu, présentez-nous un petit peu cette banque digitale Moneco. Bien sûr. Alors donc Moneco, c'est une application financière qui est principalement destinée aux populations d'origine africaine. Ensuite, il n'y a pas de discrimination, donc n'importe qui peut venir ouvrir un compte. Mais voilà, nous, notre segment, c'est vraiment les Africains. Il y a deux problématiques principales qu'on avait identifiées en fait lorsqu'on a voulu créer Moneco. La première, c'est que les Africains ont un petit peu plus de peine à se bancariser en Europe. Avoir accès à un compte euro, généralement, lorsqu'on a uniquement des documents africains, c'est un petit peu plus difficile. La plupart des banques vont demander des justificatifs en plus, des garanties. Donc voilà, la procédure d'ouverture de compte généralement est un petit peu plus pénible. Beaucoup de banques d'ailleurs aussi refusent les populations africaines. Donc nous, c'était déjà le premier objectif qu'on voulait, c'est comment est-ce qu'on peut aider des populations africaines à accéder à des comptes euros plus facilement, uniquement avec un passeport. Donc ça, c'était vraiment la première offre de valeur qu'on a proposée avec Moneco. Ça, aujourd'hui, c'est avec ça que le service a commencé. Et le deuxième service sur lequel on voulait beaucoup travailler lors de la genèse de Moneco, c'était vraiment sur la partie transfert d'argent. Donc en fait, historiquement, on le sait, les populations africaines qui migrent en Europe ont tendance à renvoyer beaucoup d'argent dans leur pays d'origine. Pour certains pays comme le Sénégal, les Comores ou d'autres, l'argent qui est renvoyé par la diaspora dans le pays d'origine, c'est quelque chose qui contribue extrêmement au PIB. Donc ça devient presque un moteur économique, l'argent qui est renvoyé dans les pays. Et cependant, on sait que voilà, jusqu'à présent, tous ces marchés étaient principalement détenus par trois compagnies, les Western Union, Ria Money, MoneyGram, qui se permettaient de mettre des frais qui étaient relativement élevés, selon moi, injustifiés. Et donc, on s'est dit, OK, nous, aujourd'hui, d'un point de vue technique, on serait capable de renvoyer de l'argent en Afrique en instantané et à des coûts beaucoup plus intéressants. Donc, pourquoi est-ce qu'on ferait pas une application financière au sein de laquelle les gens pourraient ouvrir un compte bancaire facilement, ils auraient accès à une carte de paiement internationale et en même temps renvoyer de l'argent en Afrique de manière simplifiée. Alors, de la restauration algérienne, vous avez été, j'ai envie de dire, courageuse, hein, d'afficher l'identité de votre restaurant et de votre cuisine, donc restaurant algérien, traiteur algérien. Aujourd'hui, il y a tout un mouvement et c'est très bien. On le voit en France à travers les réseaux sociaux et les médias et les influenceurs ont boosté un petit peu cette dynamique pour que les restaurants algériens sortent de l'étiquette maghrébine. D'accord. Mais vous déjà d'emblée, vous êtes affiché comme restaurant algérien. Alors dites-nous en quelle année ça s'est fait et comment avez-vous osé l'afficher comme tel à Paris? Effectivement, c'est vrai que lorsque j'ai fait mon étude de marché, c'était en Mhm, 2018, je m'étais mhm. aperçue que peu de restaurants affichaient restaurants algériens à Paris. Certains l'affichaient, mais ils étaient plutôt dans des quartiers populaires comme à Barbès ou à Belleville, où on a une communauté algérienne qui se dit, si je veux manger algérien, je vais dans ces quartiers populaires. En tant Oui. que femme, par exemple, en sortant avec mes amis, c'est vrai qu'on va peut-être moins sortir le soir dans des quartiers populaires parce qu'on voilà, on va pas oser. Peut-être que, bon, voilà, moi en tout cas, je n'osais pas trop et je me disais, Mhm. c'est quand même dommage. Ce serait bien qu'on puisse trouver aussi la cuisine algérienne dans les quartiers centraux de Paris. Euh,
Et pourquoi on n'affiche pas cuisine algérienne? Parce que parfois, et j'ai pu le constater, il y avait même des restaurants qui proposaient de la cuisine algérienne, mais qui n'affichaient pas le mot Algérie sur la devanture. C'est-à-dire qu'on avait restaurant méditerranéen, l'Oasis, la Dune, euh, mais pas Ouais. Algérie. Et je me suis dit quand même, c'est dommage de pas l'afficher, de pas l'affirmer. Euh, et pour moi, ça a été un parti pris. C'est-à-dire que lorsque j'ai proposé mon projet à l'école Ferrandi, on m'a dit l'Algérie, on ne connaît pas. C'est une Ouais. cuisine qu'on ne connaît pas, alors qu'il y a une diaspora algérienne en France qui est quand même très importante. Et donc, ils ont été emballés par le projet. Et c'est pour ça que j'ai pu rejoindre aussi l'incubateur. Parce que je pense que si j'arrivais avec un énième projet de burger ou de pizza, j'avais peut-être moins de chances de rentrer dans cette super école. Mhm. L'Algérie, ça a tout de suite suscité de la curiosité et de l'intérêt. Et limite, on me disait, mais vous avez une gastronomie. Qu'est-ce que vous avez d'autre que le couscous et le tagine en Algérie? Alors, votre podcast Maisel est un podcast, vous le dites dans votre présentation, dédié à notre héritage franco-algérien, l'histoire commune entre l'Algérie et la France, parce que vous dites cette histoire n'a pas été suffisamment, presque pas enseignée à l'école française, puisque vous êtes né et vous êtes grandi et vous avez grandi en France, Sarah. Tout à fait, oui. Aussi bien, c'est presque pas enseigné à l'école et c'est aussi très peu transmis dans les familles concernées. Donc là, ça commence un petit peu à évoluer positivement avec de plus en plus de travaux qui vont dans ce sens, de plus en plus de recherches de petits-enfants, d'enfants sur l'histoire de leurs parents, de leurs grands-parents, des productions cinématographiques, podcasts, littéraires également. Mais c'est vrai que moi, en grandissant enfant, adolescente, j'avais vraiment un vide total de transmission de connaissances sur le sujet. Et c'est en grandissant, en me rendant compte qu'en fait, c'était une histoire considérable et très structurante aussi pour la France, parce qu'on a tendance à voir du côté de l'ex-pays colonisé tous les relents, mais on voit pas tant du côté du pays colonisateur combien ça a aussi façonné des mentalités, combien ça a aussi laisser des traces. Donc voilà, j'avais envie de m'intéresser vraiment à cette partie sur l'héritage laissé en France par cette histoire. Alors, ne me libérez pas, je m'en charge, n'est-ce pas? J'aime beaucoup ce titre et cette comédie musicale qui raconte, d'ailleurs, c'est un sujet assez rare, hein, l'immigration féminine. Hein? Donc, déjà que le travail sur l'immigration algérienne est donc la masse de travail est très faible, très peu de documentaires ou de films ou de livres. Enfin, il y en a bien sûr, mais je trouve que il y en a pas assez. Au vu de la population, du nombre de la population immigrée, de la charge historique. Mais alors là, l'immigration féminine, encore moins. Et vous, vous avez osé aborder ce sujet. Donc, j'ai envie de dire, c'est un peu la double peine pour ces femmes qui, Oui, qui- oui, 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 parce que la plus invisible que l'immigré, il y a son épouse, oui. qu'on ne veut pas voir parce qu'elle n'est pas dans l'espace public. À l'époque, elle n'était pas dans l'espace du monde du travail. Avant, l'immigré, en termes de représentation, n'existait qu'à travers son casque de chantier. C'était le travailleur immigré. Il avait une fonction sociale. Il n'était légitime dans ce pays qu'est la France que parce qu'il venait y travailler. À partir du moment où il perdait son emploi, il devait repartir. Et à partir du moment où la femme n'occupait pas d'emploi, ce qui n'est pas vrai aujourd'hui, aujourd'hui, la majorité des entrepreneurs sont des entrepreneuses d'origine algérienne. Mais à l'époque, les femmes étaient femmes au foyer, elles s'occupaient des enfants, elles géraient le quotidien du logis et elles ont traversé ces décennies douloureusement. Elles ont dû se battre aussi, comme les Algériennes d'Algérie, pour leur émancipation par rapport à certaines normes culturelles et patriarcales qui persistent en exil et qui, bizarrement, ou même, j'allais dire naturellement, évoluent moins vite qu'en Algérie. Donc, vous voulez dire par là que les destinations pour lesquelles vous travaillez plus ou les plus demandées sont autres que le Nord, c'est ça?
Alors, on a 40% de nos touristes qui viennent justement pour aller découvrir le nord de l'Algérie. Ensuite, on a 60% qui viennent pour aller découvrir le sud. Mais il faut savoir qu'une grande majorité de ceux qui découvrent le sud passent d'abord quelques jours à Alger, Qsentina ou Haran. Et du coup, ça leur permet justement de découvrir à la fois le sud et le nord de l'Algérie. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est pour des considérations parfaitement pragmatiques et objectives que nous n'accueillons peu de touristes l'été. Déjà, il fait très chaud sur le bassin méditerranéen, donc même il y a plein de personnes qui fuient le bassin méditerranéen l'été. Deuxièmement, les billets d'avion ne sont pas toujours accessibles parce qu'on a notre diaspora étranger qui rentre dans le pays et que du coup, ben, il y a plus d'offres, il y a plus de demandes que d'offres et les billets sont plus chers que lors d'une saison touristique. Donc c'est assez difficile pour nous de promouvoir la destination Algérie et également on manque encore d'infrastructures de très haut standing balnéaire qui seront en capacité d'attirer une certaine clientèle touristique étrangère. Alors, l'Algérie, tu l'aimes ou tu la kiffes? C'est un livre, d'ailleurs très joliment illustré par Sarah Handal, alias Berber Woman, donc qui est Tout à venue fait. prêter son crayon à vos textes. D'abord, peut-être, qu'est-ce qui a motivé, avant de parler du livre, qu'est-ce qui a motivé la naissance de ce livre et pourquoi ce titre, Monsieur Chertouk? Alors, d'abord, oui, vous l'avez dit, ce livre est fait avec Sarah Handala et alias Berber Woman, qui est une fille talentueuse, avec une vue aiguisée des choses et avec lesquelles vraiment on a construit une complicité de projet qui était vraiment intéressante, qui a été très stimulante et qui a aidé à ce que le livre émerge et se fasse très rapidement. Il s'est fait également avec le soutien du collectif DayZ. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, collectif dans lequel je suis membre bénévole au même titre, membre bénévole fondateur au même titre que Jamila Zaraoui et d'autres amis. Je parle de DZ parce que lorsque l'on a annoncé DZ et même vraiment qu'on l'a initié, on avait déjà en tête une phrase que j'utilisais dans notre communication et que j'avais proposée à Jamila Zaraoui. Elle avait beaucoup aimé et c'était cette phrase-là. C'était l'Algérie, tu l'aimes ou tu la kiffes. Ce qui me plaisait dans cette phrase, devenue slogan, devenue le titre du livre, c'est que c'est comme si on disait qu'il y avait un seul rapport possible à l'Algérie, c'était de l'aimer. D'abord de Oui, l'aimer. C'est d'abord de l'aimer. Après, on peut l'interroger, après, on peut y... Mais c'est d'abord de l'aimer. Et j'ai remarqué que c'est effectivement le premier rapport qu'on a à l'Algérie. D'abord, on l'aime. Et c'est parti de là. Et le projet est parti de là. Le deuxième, on va en parler. Le deuxième idée, c'était de travailler sur les mots. Moi, je vous l'avais dit depuis tout à l'heure, c'est un point commun dans toutes les petites choses que j'ai écrites ces dernières années. C'est un travail sur les mots. J'aime bien m'interroger sur les mots. Et il y a un moment, je me suis dit, ah, il y a quelque chose à faire avec les mots du quotidien en Algérie. alors, en préface, vous dites justement, Yasmina, le marketing efficace ne consiste pas seulement à mettre en œuvre des stratégies. D'accord? Souvent, on allie marketing à stratégie, cible, public, promotion, produit, etc. Il exige pour vous une compréhension intuitive de ce qui émeut votre audience, une capacité à empathiser avec ses besoins et désirs. Et là, on retrouve peut-être votre côté un peu sud, donc Algérie, Afrique, où le sentiment, ou l'émotion, et ce qu'on appelle aujourd'hui l'émotion, l'intelligence émotionnelle, a toute sa place dans les stratégies marketing aujourd'hui. Je vous laisse le développer. Absolument. J'ai commencé le marketing il y a plus de 20 ans et ce que j'ai remarqué, c'est cette évolution du marketing papier, radio, télé, etc., vers le digital, ensuite les réseaux sociaux et aujourd'hui la data. Là, depuis 10 ans, tout le monde nous parle que de data, que d'informations, comment ils développent. Mais en fait, il y a un couac dans le générique. Pourquoi? Parce que moi, je passe mon temps quand je fais des conférences à prendre l'exemple d'Amazon. Amazon, je suis cliente, allez, depuis 10 ans.
Amazon, euh, avec toutes ses capacités à pouvoir développer la data et mettre des machines derrière, n'arrive même pas à me comprendre moi en tant qu'être humain. Je vous donne un exemple. Sur les 365 jours de l'année passée, de 2023, euh, ils n'en sont pas, alors j'ai fait plusieurs achats, que ça soit pour les anniversaires, les gâteaux. Donc je fais des gâteaux pour mes enfants. Donc j'achète par exemple, et c'est des garçons, donc c'est spécifique, c'est pas des licornes, c'est bien de la voiture, c'est des trucs de foot, etc. Et j'achète bien sûr les cadeaux qui vont avec, et j'achète les uniformes d'école scolaire. Si moi j'étais marketeur vraiment, on va dire avec cette intention de comprendre, je profile cette personne en disant, ça se voit qu'elle a plus de 40 ans, donc c'est 40 ans et plus. Voilà la saisonnalité où les gâteaux d'anniversaire vont arriver, donc elle a des enfants, donc on va commencer à plus ou moins à utiliser cette data avec de l'intelligence émotionnelle derrière la personne. Donc c'est une femme, ce n'est pas un homme. Voilà les préférences, voilà ce qu'elle lit, voilà ce qu'elle regarde. Donc en fait tout ce qu'elle browse sur le net de nos achats. Et en fait, on remarque que ils ne font pas ça. À chaque fois regardez vous-même tous comme vous êtes. Quand on achète quelque chose, ils nous redemandent est-ce qu'on veut le racheter et ils nous proposent des trucs similaires. Non, mais j'ai pas envie d'un truc similaire. Si je veux acheter ça, c'est que je veux bien l'acheter. Le similaire, c'est intéressant, mais ça, c'est ce que je dis, c'est vraiment le premier niveau. On va vous présenter, vous êtes fondateur et CEO de Foresight Data Agency, qui est une agence spécialisée en accompagnement stratégique et médico-marketing objectivé par la data. Alors, ça fait beaucoup, peut-être, pour ceux qui ne voient pas trop, comme moi, au début, en quoi ça consistait. Vous intervenez régulièrement pour des cours d'innovation en France, dans des universités. Vous intervenez en tant qu'expert indépendant aussi pour des institutions européennes. Mais dites-nous exactement, Adel Mebarki, en quoi consiste votre travail aujourd'hui et vos interventions? Avec grand plaisir. Alors, en fait, le travail qu'on a chez Foresight, il est assez simple au final, c'est de pouvoir objectiver des enjeux sociétaux. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser l'IA pour récupérer un maximum de données et pouvoir en faire des recommandations stratégiques pour des autorités ou des industriels en santé. Je vais vous donner des exemples très concrets. On parle souvent dans l'industrie pharmaceutique ou dans l'industrie de santé, on parle beaucoup de parler aux patients, de pouvoir parler aux patients. Ben, une des choses qu'on fait, c'est qu'on analyse la manière qu'a le patient de s'exprimer sur Internet au sens large et on essaye d'aider les autorités et les industriels à parler le même langage pour que les campagnes de prévention, par exemple, puissent être les plus impactantes. Et donc, notre outil, concrètement, il va prendre du texte issu d'Internet et il va le synthétiser pour montrer le langage qu'on peut utiliser pour différents cibles. Parlez-nous un peu de My Data Partner, Jazair. Où est-ce que ça en est? Alors, écoutez, My Data Partner, c'est déjà une Legal Tech ici qui est lancée depuis 1 an et demi, donc ici en France. Donc, c'est une Legal Tech, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une start-up qui propose des services juridiques packagés pour que ce soit plus rapide, moins cher, etc. D'accord? Pourquoi on a créé cette Legal Tech? Parce qu'on s'est aperçu justement sur le RGPD que tout le monde n'avait pas les moyens, ni forcément besoin d'avoir un chef de projet, un avocat, ou quelqu'un qui l'accompagnait vraiment sur du sur-mesure, parce qu'il faut pouvoir avoir accès à tout ça. Et donc, avec mon équipe, en fait, on a décidé de faire une Legal Tech qui allait approcher la conformité RGPD par secteur. En disant, on va faire des petits packages adaptés, préadaptés à un secteur. L'audiovisuel, c'est pas encore fait, hein, mais on va préparer ça. Dommage. Voilà, je vais m'y mettre. Pour les RH, on prépare ça. Donc, en fait, chaque secteur il y a toujours des documents communs à tous les secteurs. C'est un peu comme la dalle de béton si je construisais une maison. Mais après, il y a des spécificités parce que tel secteur a des points d'attention différents de l'autre secteur. Donc, quelque part, nous, notre plus-value, c'est de préparer le panier repas idéal pour le secteur et de dire avec ça, vous avez déjà un premier niveau de conformité. Ce que je veux faire en Algérie, donc avec My Data Partner Jazair, c'est d'approcher justement
le marché de cette façon-là, peut-être un peu moins sectorisé parce que le marché est encore assez jeune en Mhm. Algérie, puisque là, on commence seulement à se mettre en conformité. Mais en tout cas, ce que je veux faire en Algérie, c'est proposer des documents, peut-être sous forme de template, donc c'est encore à la réflexion, euh, adaptés, adaptés justement au marché algérien pour qu'ils puissent avoir des documents de qualité et pouvoir eux-mêmes, peut-être avec une formation, une assistance, j'allais dire, se mettre en conformité. C'est l'objectif. Mhm. Alors, il existe depuis 28 ans, j'ai vu votre Oui. magazine, Mhm. 1996. Dites-nous, Oui. Hassina, dans quel contexte vous avez imaginé et créé ce magazine et pourquoi CLMA, justement? Magnifique. Écoutez, c'est tout à fait par hasard. Pourquoi? Enfin, par hasard. Il y a le hasard et en même temps, c'était quelque chose qui me tenait à cœur parce que moi, avec les problèmes qu'il y avait à l'époque en Algérie, la décennie noire, j'en avais marre d'entendre parler les médias comme on fait actuellement pour la Palestine, etc. Et parler de l'Algérie, le fameux qui tue qui, etc. Et qu'on allait que dans un sens et on n'était pas objectif. Certes, il y avait des problèmes, effectivement, mais moi, je connaissais ces problèmes parce que j'y allais sur place, sur le terrain, j'ai beaucoup milité, j'ai aidé beaucoup les victimes à travers plein de villes algériennes, de l'Est à l'Ouest. J'ai ramené les enfants de Baltalha en vacances à Paris, j'ai organisé tout ça et donc j'étais tout le temps dans ce mouvement-là associatif. J'avais une association que j'avais créée spécialement pour ça qui s'appelait Mhm. SAVA, Solidarité Aide aux victimes de la violence. Et donc, je faisais que ça. Et après, je me suis dit, mais il y a un vide en France, il y a un vide dans la diaspora. Comment se fait-il qu'il n'y a pas un, Un média. Mhm. un média? Bon, il y a eu un média Info Alger qui n'a pas résisté longtemps. Et puis, il y avait beaucoup de journalistes à l'époque qui sont venus en France avec qui j'étais en contact et en même temps, je les ai aidés aussi. Canuré donné. Ils avaient envie de manger ça, ils avaient envie de ceci, cela. Donc, je faisais des repas à la maison, je les invitais, etc. Et j'étais solidaire jusqu'au bout. Vous avez quand même réussi. Beria, vous avez fini par obtenir votre résidence aux États-Unis. Vous avez Oui. fini donc par obtenir des rôles à la télévision, au cinéma. Est-ce que là, vous vous êtes dit, ça y est, je suis arrivée, ou alors le chemin reste encore trop long? Le Vous grand avez fait tournant, le grand également des tournant qui m'a publicités. fait, ouais, le grand tournant qui m'a fait démarrer, je suis tombée sur une annonce et c'était un show réalité, un peu comme America's Next Top Model, et Mhm. c'était pour les femmes au-dessus de 35 ans. Moi, j'avais 36. Et quand j'ai lu les descriptions, il n'y avait pas marqué super maigre, super grande, il n'y avait pas marqué la taille, il n'y avait pas de restriction. Mhm. J'ai envoyé ma photo et là, je me suis retrouvée dans un délire où ils ont fait comme dans American Idol, où ils ont fait tout plein de villes aux États-Unis avec des castings. Il y avait des grandes queues et tout ça, toutes ces femmes qui avaient 35, 36, 40, 50 ans, qui venaient, qui étaient belles et qui, pour certaines raisons, n'avaient pas pu faire une carrière de mannequin. Et il y en avait même, elles avaient tout lâché à cause de leurs enfants et elles voulaient recommencer. Et moi, me lance là-dedans et je me retrouve à New York dans un loft avec 10 femmes. Je me retrouve dans les 10. Et ils ont fait une sélection de tous les États-Unis. J'étais l'Algérienne, française. Et je me retrouve dans cette drama où on fait des photos. Et là, je me découvre. Je me dis, waouh. Et j'ai pratiquement gagné. Alors, je ne me suis jamais fait éliminer. Je suis allée jusqu'à la fin. Et quand j'ai pas gagné, j'étais à New York pour la finale. Et j'ai reçu un appel de l'agence de mannequins qui représentait ce show, Wilhelmina International.
Et ils m'ont dit, il faut que tu t'es à New York, il faut que tu passes au bureau. Et je suis passée les voir et c'était que la gagnante qui gagnait le contrat. Ils ont dit, oui, mais bon, ça, tu vois, c'est la télé. Et ils m'ont dit, nous, nos clients, ils ont regardé le show, ça fait 2 mois qu'ils sont accros et ils veulent bosser avec toi. On va te Oui. signer comme quand tu arrives à Los Angeles. Et ça, en fait, ça m'a propulsée. Alors, vous vous contentez pas de prendre en charge les patients dans votre cabinet, mais en plus, vous leur venez en aide différemment avec vos consoeurs et vos confrères, en alliant, puisque nous avons parlé au début de l'entretien de vos passions, nous avons parlé de la pédiatrie, et il y en a deux qu'on peut combiner en une seule, c'est-à-dire la musique et l'humanitaire, au service de la pédiatrie, bien entendu. Alors, parlez-nous un peu des dog shows. Ah ouais, ça, je peux en parler. C'est bien, c'est plus léger que le problème de santé mentale. Je sais que beaucoup de gens aiment bien ce projet. Le Doc Show, c'est quoi? C'est un groupe de médecins, de 14 médecins musiciens. C'est une idée qui a germé, bon, on peut le dire, hein, elle a germé dans ma tête quand j'étais au Saguenay. Ah oui, d'abord, oui, j'ai pas parlé de mon parcours. Quand je suis arrivé au Québec, j'ai vécu 9 ans dans le Nord, dans une petite ville qui s'appelle Chicoutimi, une ville universitaire. Très sympathique, j'ai choisi parce que la nature est très belle et les gens très accueillants. Et ça fait 8 ans que je suis dans la région de Montréal, à Laval plus exactement. Ok. Quand j'étais à Chicoutimi, c'est là que j'ai toujours rêvé de faire un peu de musique. Vous savez, en Algérie, c'est pas évident et je trouve que ça serait bien, c'est quelque chose à améliorer. Il n'y a pas assez d'écoles de musique, de conservatoires et tout. J'avais commencé un petit peu à apprendre la musique à Artissimo à l'école à Alger, d'ailleurs que je salue encore parce que c'est une école très active et c'est extraordinaire ce Oui, qu'ils font. Vous avez c'est appris vrai. un peu le solfège, la flûte à bec, etc. Et je me suis dit, un jour, si j'ai le temps, je vais apprendre la musique. Donc, vers l'âge de 40 ans, je me suis inscrit à l'école au Saguenay, à Chicoutimi, dans la ville où j'étais, pour apprendre le saxophone. Et doucement, doucement, tatati, j'ai travaillé et j'ai développé ça et j'ai atteint un certain niveau. Et puis, à un moment, je me suis dit, à l'hôpital, sûrement, il doit y avoir d'autres médecins. Parce que toujours, on me disait, les gens me disaient, ah oui, quand j'étais jeune, je faisais du piano, je faisais du violon. Et puis, je me suis dit, il y a des talents cachés dans cet hôpital. Pourquoi ne pas essayer de monter quelque chose? Donc, moi et deux amis, on en a parlé. On a envoyé un email, j'allais dire un courriel à tout l'hôpital. On a eu des réponses. Ça a monté un groupe de médecins, 14 médecins. On a monté un show en 6 mois, un gros spectacle, pas un petit spectacle, un gros spectacle. On a commencé tout de suite, salle de 500 places, comme un rêve, là. Et toute ma vie, moi, j'étais assis sur des sièges en train de regarder les gens. Je me retrouve sur scène. Et l'idée, c'est des spectacles où 100% des recettes en sont remis à des causes. On a commencé par l'hôpital de Chicoutimi, c'était normal. Et puis ça s'est développé, ça a plu, ça a fait le buzz, comme on dit. Et ça fait 8 ans qu'on existe. On a fait une vingtaine de shows. Chaque spectacle ramène à peu près, pour parler en euros, une vingtaine de mille pour du caritatif, c'est incroyable. Et on a donné pour les Oui. soins palliatifs, pour l'autisme, pour le cancer. On a fait la première partie de Rock Voisine, par exemple, d'autres artistes que vous connaissez pas. Donc là, c'est une belle aventure, on est fiers, ça ramène de l'argent pour la société, on s'amuse, on découvre le monde du show business sans business, show business sans Oui, business. oui, oui. Et les gens sont plutôt généreux. Vous sentez qu'il y a qu'ils sont réceptifs dès que vous communiquez sur l'événement. C'est tout de suite booké. Vous avez du mal à remplir les salles. D'abord, par rapport à la question, est-ce qu'ils sont généreux? Quand je suis arrivé au Québec, contrairement à ici, c'est pas les États-Unis, hein, c'est presque pour les Américains, nous sommes des communistes, hein, tellement l'État il paye tout, tout est gratuit, que ce soit les universités, les autoroutes, le transport scolaire, les écoles. Donc je me suis dit, sûrement l'État a beaucoup d'argent. Ben non, même en parallèle, les gens, il y a énormément de fondations pour justement lever des fonds, pour aider n'importe quelle cause. Toutes les maladies, tous les problèmes, et toujours en fondation, donc, et tout le monde contribue. Donc la société joue un rôle, n'importe qui, chacun à son niveau. Ça, c'est une petite parenthèse. Et ça m'a impressionné, vraiment, je m'y attendais pas. Je Mhm. me suis dit, ils se disent l'État, il fournit, donc on n'a pas besoin de faire ça. Donc il y a énormément d'organismes. Nous concernant, nous on joue pour des organismes liés à la santé ou liés qui aident quelque chose de sociétal comme ça. Oui, et les gens participent, bien sûr, selon les moyens. Oui, 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 bien sûr. Les gens adorent ce projet-là. D'ailleurs, dès qu'il y a un spectacle, on est invité dans les médias. C'est très, très appuyé. Ça commence à être connu, le Doc Show. Est-ce que vous pensez pouvoir dupliquer cette expérience en Algérie?
Pas On à a moi dû de vous le poser faire, cette hein. question aussi, hein. Ben oui, bien sûr, c'est duplicable. Ouais. Bien sûr, j'ai rien créé, moi. C'est une petite Il y a des étincelle qui est médecins sortie de ma musiciens tête. en Algérie. Il Ouais. y a d'excellents musiciens, j'en connais. Il y a de quoi faire. Ah non, surtout en Algérie. Surtout en Algérie, parce que on aime tout ce qui est différent, original. J'y ai jamais pensé, parce que souvent on me pose la question ici pour d'autres villes, mais je verrais très bien si quelqu'un veut lancer un dog show, un médecin. Il peut se trouver des amis, monter tous les styles, un peu d'Andelus, ça beat jazz blues, il monte une émission, il fait un peu de publicité, il remplit la salle, et il choisit une cause. C'est vraiment duplicable, hein, partout. Sur ce, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine, quelque part sur notre belle planète Algérie.